Donc voilà, évolution récente de l'écosystème. Pourquoi on parle d'écosystème? Parce que GeoOrchestra n'est pas réduit à son cœur, tout un écosystème, des choses qui gravitent autour, ce qui permet notamment le partage. On a entendu l'IGN qui disait « je réutilise le data hub ». Je pense que data hub fait partie de ce qu'on appelle l'écosystème de GeoOrchestra. Et GeoOrchestra 24, alors c'est 24.0, c'est la prochaine version. Quand je dis prochaine, c'est prochaine immédiate, puisqu'on est à 99% de complétion. Donc voilà, le statut de GeoOrchestra 24, Work in Progress. Il y a eu beaucoup de travail pour ceux qui ont suivi un petit peu le développement sur GitHub. La semaine dernière, il y a eu beaucoup d'activités. On a encore un petit peu de travail, notamment à propos de GeoServer. Je crois qu'il y a un truc sur GeoServer qui se passe qui nous bug dans cette sortie. Alors, les changements majeurs que vous attendez tous, on migre donc d'une version GeoOrchestra 23.0 et une version GeoOrchestra 24. Vous avez un GeoServer qui passe de 2.22 à 2.25. On va détailler un petit peu plus loin ce que ça veut dire pour vous. GeoNetwork qui passe de 4.2.4 à 4.2.8, qui fait un saut un petit peu moins prononcé. CAS qui lui fait un grand saut de 4.2 à 6.6. Le Security Proxy qui est le cœur de GeoOrchestra, qui optionnellement, voilà, en fonction des volontés, des plateformes, etc., passe à la gateway. On reviendra dessus, il y aura même un talk dédié. Le bandeau en haut de GeoOrchestra qui passe d'un bandeau en JSP, qui est une vieille technologie, passe en JavaScript, qui offrira un certain nombre d'avantages. Je vais détailler tout ça par la suite, c'est les headlights. L'introduction de ce qu'on appelle une Data API, ou en fait une API OGC Features, on détaillera également. Vous avez également les débuts de ce qu'on appelle un message broker, classiquement ici déployé avec RabbitMQ, qui va permettre, j'ai perdu, non, sinon je n'ai pas perdu le son, qui va permettre de passer des messages entre des applications et autoriser un couplage faible entre les modules de GeoOrchestra. On va détailler ça après également. Et puis, vous voyez, j'ai sauté quelques crans pour dire que voilà, donc là, il y a le cœur un peu en haut, et puis en dessous, il y a l'écosystème. Et j'oublie probablement beaucoup d'autres choses dans l'écosystème. Je vais me concentrer sur deux choses, le Data Hub. Il y a un an, quand on faisait GeoCom, on était en version 1.0 de GeoNetwork UI, on est en version 2.3.0. Donc, il y a eu pas mal de travail, ça se voit, à une rotation. Et puis, MGUR qui passe de 3.9 à 3.11 depuis le dernier GeoCom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du cœur de GeoOrchestra, dans la console, on a rajouté des emails. Les organisations peuvent avoir des emails. Alors, ça a l'air de rien comme ça pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est intéressant pour le Data Hub, notamment s'il est couplé à GeoOrchestra, il peut aller faire le lien plus facilement entre les organisations de la console et les organisations qui sont présentes dans les fiches de métadonnées en utilisant le pivot email. Si l'email est le même, voilà, ça peut être intéressant. Vous avez des options maintenant en tant qu'administrateur pour régler la force du mot de passe que vos utilisateurs choisissent. Vous pouvez imposer une force minimale, dire je veux des minuscules, des majuscules, des caractères, etc. Et au moins un check, etc. Et dernièrement, vous pouvez aussi forcer vos utilisateurs à renouveler de manière cyclique vos mots de passe avec une périodicité que vous définissez. C'est un peu un truc de barbu parce que c'est profondément ancré dans le LDAP, ça se passe assez bas niveau, mais c'est quelque chose qui est possible et surtout qui fait des remontées où les utilisateurs sont avertis. Ouais, peut-être changer de micro. J'ai l'impression qu'il coupe. Et celui-là, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Donc, les utilisateurs sont avertis avec un message dans le header qui leur dit attention, votre mot de passe va expirer dans X jours. Et puis, s'ils attendent trop longtemps, après, il faut qu'ils fassent appel à l'administrateur. Il me semble, non, je ne sais plus. Non, ils ne peuvent plus se connecter. Donc ils sont forcés à renouveler le mot de passe. Voilà. Au niveau du data feeder, qui est la brique où les utilisateurs peuvent pousser leurs données pour alimenter l'infrastructure de données, on a l'ajout du support CSV, donc ça c'est une contribution de la métropole de Lille, donc qui vient s'ajouter au shellfile, et on l'espère à un grand nombre de formats derrière. On a travaillé également à l'amélioration de la feuille de métadonnées, la fiche de métadonnées, pardon, qui est générée à la suite. Voilà. GeoServer, donc si je compile quelques avancées qui peuvent faire sens pour vous entre la 2.22 et la 2.25,
Donc déjà notez que pour ceux qui s'intéressent un peu aux aspects système, qu'on ne compile plus en Java 8, mais Java 11 minimum. Plus haut niveau pour vous, vous pouvez, quand vous créez des couches, vous avez accès à un panneau comme ça qui permet de renommer les attributs et de donner des descriptions. Donc c'est super utile parce que vous pouvez avoir dans le champ source, par exemple shapefile, vous avez limité, je ne sais plus, à 11 caractères, il me semble, quelque chose comme ça. Et ça ne fait pas sens quand vous faites un guide fichier info, quand vous cliquez pour obtenir l'information. Vous aimeriez renommer la state fix, par exemple, à droite source, à gauche. Pardon. Ah, ça n'a pas, pas passé. Ah, bah, ça a passé. Voilà, il y a un petit délai en fait entre ce que je fais et ce qui apparaît là. C'est la visio, désolé. Donc voilà, ici, si on renomme à droite, à gauche, par exemple, on peut renommer la colonne nom. La colonne source reste variable. Donc ça, on remercie les développeurs GeoServer pour ça, c'est très pratique. Pas plus besoin de faire des vues, par exemple, pour renommer un champ. Ça peut se faire directement dans GeoServer. Vous avez des checks d'URL qui sont faits pour améliorer la sécurité de votre déploiement GeoServer pour accéder à des ressources externes, ça veut dire mon GeoServer ne peut accéder à des fichiers, des SLD, par exemple, qui ne correspondent qu'à tel pattern. Ça permet de bloquer l'accès à des ressources qui ne seraient pas sécurisées. Il faut noter également le module communautaire OGC API Features, qui n'est pas la database, c'est une autre manière dont GeoOrchestra de servir. Pourquoi ça saute là alors que j'y suis pas allé? C'est toi qui joues, d'accord. Pardon, je suis revenu Oui, c'est ça. Donc le module communautaire OGC API Features, il y a des gros efforts sur les tests site de conformité. Pourquoi c'est noir maintenant? Ok, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ok, best effort. Donc ce module communautaire, moi j'essaie API Feature, donc qui dit communautaire ne dit pas production ready, que les choses soient claires, mais il y a du travail qui est fait pour améliorer la compatibilité sur une norme qui n'est pas encore complètement stabilisée. La norme continue à évoluer. Vous avez un service WPS qui est potentiellement plus rapide quand il utilise l'algorithme JTS, Fast Polygon Intersection, un travail de géosolution, qui soit remercié. Ici présent, je vois Tobia, coucou Tobia, sur l'intersection, donc un algorithme plus rapide. Et puis, il faut mentionner potentiellement qu'il y a le projet GeoServer ACL. Je sais que certains d'entre vous utilisent GeoFence. Voilà, de la même manière qu'il y a eu GeoServer Cloud qui a été produit à un moment pour pousser GeoServer sur des architectures plus microservices. GeoServer ACL est une réécriture de GeoFence qui potentiellement qui a les mêmes fonctionnalités, ou du moins qui à terme vise le même set de fonctions. Ah, ça coupe encore à... J'ai plus de pied. Non, si, c'est bon. Voilà. Donc, ce n'est pas encore production ready, c'est juste des choses qui apparaissent. Allez. GeoNetwork, je passe un peu plus vite, j'ai l'impression que je suis lent. 4.2.8.4 à 4.2.8. Le principal apport, ça va être que le service CSW va supporter le D4 en sortie pour faciliter le moissonnage par data.gouv.fr. Landry va vous en reparler parce qu'il a pas mal travaillé là-dessus. Si vous cliquez sur cette URL-là, je ne vous demande pas de le faire là tout de suite, mais vous verrez que le output schema qui est là, qui précise un D4, va vous permettre de télécharger le métadonnées, le catalogue en D4. Voilà. La gateway, donc elle a fait l'objet d'une JIP, GeoOrchestra Proposal, puisque c'est comme ça que GeoOrchestra évolue en communauté, c'est-à-dire on fait une proposition, elle est discutée, acceptée éventuellement, et puis ensuite implémentée. Donc la JIP s'appelle Replace Security Proxy by New Gateway Component. Il faut noter que c'est un composant c'est un composant qui est mutualisé avec GeoServer Cloud. Ah ouais, ça va vite être, je pense, si ça se coupe comme ça. Si les deux ne marchent pas, il faudra peut-être chercher des piles. Voilà. La gateway, donc voilà, composant utilisé avec GeoServer Cloud. Cette réécriture de GeoServer en microservice utilise la gateway aussi pour faire l'interface entre l'ensemble de ces microservices et le reste du monde. Et GeoOrchestra fait de même. Donc, c'est une pierre de coup.
La gateway vous permet de supporter des fournisseurs d'identité tiers. De quoi parle-t-on quand on parle de fournisseurs d'identité tiers? On parle par exemple de systèmes d'authentification, comme par exemple sur votre site web, quand vous cliquez sur se connecter avec Google, ou se connecter avec Facebook, ou se connecter avec mon compte impôt.gouv.fr. Tout ça, c'est des fournisseurs d'identité tiers. Et donc, GeoOrchestra désormais avec la gateway, donc qui est déjà implémenté dans quelques projets. Je pense à l'INRAE, je pense à la métropole européenne de Lille. Il me semble que c'est les deux à l'heure actuelle qui implémentent la gateway, ont cette capacité à se connecter, à laisser leurs utilisateurs utiliser d'autres fournisseurs d'identité. Et ça fera l'objet d'un talk dédié demain ou après-demain, je crois que c'est demain. Le header, donc je ne vous ai pas mis de jolies images, hein, je suis désolé. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on passe d'une web app Java à un web component, donc quelque chose qui est purement client, beaucoup plus léger, plus joli également. Et donc, Landry va être très content, ça fait une JVM en moins. Les techniques comprendront. Aussi, d'un point de vue utilisateur final, il n'y a plus d'iframe, on n'encapsule plus l'application sous la forme d'une iframe, et donc ça autorise à ce que potentiellement il y ait des menus déroulants qui sortent de cette iframe, ce qui pendant très longtemps nous a bloqué. Ici, on dépasse ce blocage-là grâce à ça, et donc on a des menus déroulants potentiellement qui arrivent. On l'a fait dans la métropole européenne de Lille. Et il faut mentionner que pour ceux qui seraient nostalgiques de l'ancien header, il y a toujours des options de compatibilité qui permettent de l'utiliser à travers ce nouveau web component. Ça va, ça s'entend, c'est gérable. Oui, mais vous êtes au premier rang. Ouais. Bon. Derrière, c'est... Pourquoi je m'en déplace? C'est juste les ondes qui passent pas? Oui, mais comment je fais pour... Bon, je fais pas. Ah oui, c'est toi qui fais. Ah, c'est ça. C'est génial, merci. Suivant alors. Et les ondes passent peut-être mieux comme ça. Donc, la data API, on en a parlé, ça fait aussi l'objet d'une GP, j'ai oublié de le mentionner. Donc, c'est une AGC API Features maison, entre guillemets. Pourquoi maison? On avait certains critères qui nous incitaient à développer ce composant-là. Donc, le support des données non géographiques, la découverte automatique des nouvelles données. Pourquoi, quand des données arrivent dans la base, elles sont automatiquement découvertes? Vous savez que dans GeoServer, vous avez des données dans votre base, elles sont dans votre entrepôt, vous les voyez, mais il faut manuellement dire je crée une couche. Donc voilà, il n'y a pas besoin de ça. La donnée est poussée, elle arrive dans la base, elle est accessible directement en consommation de l'autre côté. Voilà. Et dans le même registre, la donnée, si votre modèle de données change, admettons que votre donnée source qui est poussée dans la base, vous rajoutez une colonne parce que vos utilisateurs ont besoin de cette colonne, en sortie, vous avez immédiatement ce changement du modèle de données qui est appliqué sans intervention humaine. Donc ça, c'est un des intérêts du développement. Et aussi, c'est indépendant de GeoServer. Voilà. Ce qui, pour une plateforme de données qui se veut potentiellement non forcément géo, peut avoir son intérêt. Voilà. Donc, c'est une application qui est optionnelle. On la branche typiquement sur une base de données qui est dédiée aux données, qui peut typiquement être alimentée par VRTBot ou par DataFeeder. On reviendra sur des VRTBot avec Jean demain, je crois. Voilà, ou pas. Et elle n'est pas encore intégrée aux options de déploiement. Je vais parler des options de déploiement de GeoOrchestra tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle reste optionnelle et elle ne fait pas partie pour l'instant de ces options de déploiement. Donc, si vous la voulez, il faudra travailler un petit peu pour la déployer. Voilà, ça se fait. Je peux bien vérifier là-dessus. Un message broker, donc en la personne de RabbitMQ. Pourquoi? On a eu besoin de faire passer des messages entre la gateway et la console. Or, comme vous savez, la gateway, je viens de vous le dire, est utilisée potentiellement par des applicatifs qui ne sont pas GeoOrchestra, GeoServer Cloud notamment. Et donc, on ne peut pas introduire un couplage fort entre les deux modules, gateway et console. Donc, c'est là que le message broker fait son entrée en jeu. On peut conserver des modules indépendants, il se passe des messages. Il y en a un qui envoie et l'autre qui reçoit, mais celui qui envoie n'est pas au courant de celui qui reçoit.
Et puis, on veut préparer l'avenir. Par exemple, on pourrait imaginer un système de notification interne entre applications et Orchestra. Tiens, une métadonnée a été créée, pouf, et puis d'autres consommateurs qui s'abonnent à l'événement, une métadonnée créée. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Tiens, ben, on fait, je ne sais pas, des contrôles de conformité, des checks. Voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, ça prépare l'avenir. Et comment on l'installe à côté, installe RabbitMQ? Donc, assez simplement, ça fait partie du middleware. Il y a peut-être quelques options. Je caricature un petit peu, l'André est mort de rire. Il y a peut-être quelques options dans le data-dir à rajouter pour que ça marche. C'est un peu la vision chef de projet. Hein. Ok. Alors, je voudrais aussi vous introduire à le changement de logique de numérotation. Alors, on ne va pas perdre quelque chose comme là, on ne va pas perdre les notations en majeur, mineur, patch. Actuellement, vous avez par exemple la version Orchestra, GeoServer, donc là l'image Docker par exemple. 23, c'est la release majeure, 0, c'est la mineur, et 17, c'est le patch. Alors là, on a été confronté à une problématique particulière, c'est que GeoServer, comme vous savez, on ne le fait pas varier à chaque release de GeoOrchestra. On reste en 2.22, 2 ou 2.23, 2.3, etc. En un certain nombre. Et autant cette approche de numérotation avec la release peut faire sens pour des DevOps qui, quand ils déploient un GeoOrchestra, disent je déploie un GeoOrchestra 23.07 et toutes mes applications sont en 23.07. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce nommage-là, en fait, certaines applications ne changent pas. On ne les met pas à jour à cette fréquence-là. Et donc, derrière GeoOrchestra GeoServer 23.07, en fait, c'est un GeoServer 2.22.2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, on a plein de tags qui pointent sur la même image. Donc, à terme, ce qu'on aimerait aller, c'est vers une notation des applicatifs qui conservent leur version native pour les modules qui proviennent d'autres communautés. Par exemple, GeoServer, par exemple MapStore, par exemple CAS, par exemple GeoWebCache, enfin voilà, GeoNetwork également. Donc, on pourrait, ce vers quoi on va, c'est que chaque module qui participe à une communauté garde son nom de version, mais que du coup, le projet GeoOrchestra se borne à éditer une matrice de compatibilité qui dise si vous voulez déployer GeoOrchestra 24, c'est tel tag, telle image, etc. Donc, c'est une direction qu'on prend petit à petit. Je veux bien la faire. Voilà, un exemple de matrice de compatibilité qui vient d'être édictée pour la version 23.07 sur notre produit. Donc on démarre tranquillement, mais je pense que la version 24 va mettre ça plus au bout du jeu. Alors maintenant, pour ce qui est de la communauté GeoNetwork UI, donc je disais on passe de 1.0 à 2.3. Il faut noter qu'il y a plus de contributeurs. On a les contributeurs historiques, Région de France, département de la Haute-Loire, et les entrants, la métropole européenne de Lille, l'IGN, Swiss Topo, l'INRAE. Donc, qu'ils en soient remerciés. Ce qui nous permet d'agrandir l'équipe. Donc, je disais, Ronit, Romuald, Laurelène, qui ne sont pas présents aujourd'hui avec nous, mais qui sont peut-être à distance, qui s'ajoutent à l'équipe historique, Tobias, Olivia, Florent, Florian, Angelica, Camille. Vous avez dans la salle Tobias, Florent et Florian. Voilà, vous pouvez lever la main d'ailleurs, Tobias, Florent et Florian. Voilà, merci les contributeurs GeoNetwork UI. Donc DataHub reçoit beaucoup de contributions, vous le voyez, c'est utilisé à droite, à gauche, partout, beaucoup se le réutilisent, y compris en dehors de la communauté GeoOrchestra, donc l'IGL, mais j'étais aux Journées Prodige aussi, Prodige qui est notre IDG dans le paysage français, et Prodige dans sa version 5, si je ne m'abuse, va déployer DataHub, peut-être en page d'accueil, je ne sais pas, à voir. Donc ça, c'est chouette, c'est un module qui est issu de la communauté GeoOrchestra et qui prend son essor au-delà. Dans l'écosystème GeoNetwork UI, donc rappelons que GeoNetwork UI est une librairie qui fournit des composants et des applications. DataHub est une application qui est issue de cet écosystème. L'application GeoNetwork Editor, qui est également issue de cet écosystème GeoNetwork UI, a pas mal de contributions en ce moment. Ceux qui suivent doivent voir les commits. Il y aura une présentation de Florent
juste après sur GNetwork Editor. Donc il y a la question de la gouvernance qui naît, parce que effectivement, qui dit plus de contributeurs dit des directions qui peuvent parfois aller en contradiction avec les besoins des uns et des autres. Donc dans la communauté du livre, on résout ça classiquement avec la gouvernance, c'est-à-dire voilà, il y a des propositions, on en discute, on essaie d'avoir du consensus, et puis et on avance comme ça. Du coup, pour établir cette question de la gouvernance, il y a des canaux de discussion pour GNetwork UI qui sont en cours de mise en œuvre. Et donc, finalement, ça, c'est une question qui est venue de par la communauté GNetwork UI, qui dans le projet GNetwork a dit on a besoin de canaux de discussion. Il y a toute une discussion qui est née sur la refonte des canaux de discussion de GNetwork. GNetwork, leur canaux de discussion historique, c'était des mailing lists sur SourceForge, qui se fait un petit peu vieux, et il y a un proposal, un vote en cours dans la communauté GNetwork pour passer sur le discours de l'OSG. Voilà, donc ça c'est en cours. Donc tout ça se fait en lien avec le PSC GeoNetwork, avec notamment la participation de Florent et Olivia, qui sont membres du comité du PSC GeoNetwork, et donc qui arrivent à faire le lien entre la communauté GeoNetwork UI et le PSC GeoNetwork. Et non, c'est presque fini. Ouais, j'ai trop dépassé. Désolé. Et à 9h, jeudi matin, ici, il y a un point pour établir en sorte la charte de fonctionnement de la communauté, démarrer sur la gouvernance. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à vous battre. Oui, alors ça, c'est toutes les trucs principaux qui sont venus. Ouais, je vais aller vite. Voilà. Les choses qui sont arrivées dans GNetwork UI, entre la version 1.0 et 2.3. Possibilité de créer des applications personnalisées, data.electrobol.fr en étude, on en reparlera. La prévisualisation en mode data vise, potentiellement exportable. Vous êtes sur la fiche d'un jeu de données, vous voyez directement le jeu de données avec la métadonnée, entre guillemets, et puis vous pouvez en faire directement une data visualisation. Vous avez un développement d'un widget de qualité du jeu de données qui, dans la recherche, va vous montrer, va vous mettre une note sur la complétude de votre fiche de métadonnées. Vous pouvez désormais, depuis le data, interroger de manière assez simple des API comme WFS ou GC API. Cliquez sur le nom d'API, puis elle se déroule, il y a le formulaire qui apparaît. Benoît d'Hygiène mentionnait les commentaires sur le jeu de données, c'est un financement Hygiène qui nous a permis de faire ça. Le redesign du top panel, ça c'est un financement Swiss Topo. Le support du Markdown, donc dans l'abstract des fiches de métadonnées, vous pouvez taper en Markdown et ça apparaît correctement dans Data. Vous avez des boutons de recherche, des presets. Par exemple, la région Hauts-de-France était assez friande de ça, dire s'il y a une thématique qu'ils veulent mettre en avant sur la Data Hub, l'administrateur configure un bouton en disant je ne sais plus, c'était admettons PCRS. On clique sur PCRS et hop, on a un filtre qui est prédéfini qui va nous montrer toutes les données qui parlent du PCRS. Un bloc contact qui est arrivé, la compatibilité avec toutes les versions de GNetwork 4.2.x. Les filtres sont personnalisables. Un sélecteur de langue, pareil, financement Swiss Topo parce qu'ils sont en français dessus, allemand, mais italien. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. MViewer, dans la communauté MViewer, j'ai noté deux choses. Module impression qui est arrivé, et avec, je ne sais plus, un financement JDEV, rappelle-moi, Pierre. Module impression, financement de. Sur MViewer, ça te parle? Je ne sais plus. IDEO-BFC. Et couche OGC Sensor Sync, qui est une norme OGC, tout ce qui est périphérique mobile, données de capteurs. Donc, MViewer a la capacité à les intégrer directement maintenant, assez facilement, avec juste des faisceaux de nouvelles layers. Donc, dans le monde de l'IoT, et c'est ma dernière slide, rassurez-vous. Les options de déploiement, je vous dis, n'ont pas changé. Vous avez Kubernetes, vous avez Docker Compose, vous avez Ansible. Pour faire le plus simple, le plus rapide, je vous recommande Docker Compose. C'est ce qui marche bien et qui est simple. Vous avez des options plus évoluées, Kubernetes pour aller sur les déploiements professionnels, Ansible pour des déploiements, je ne sais pas. Quand tu dis recommander, c'est pour tester. Recommander pour tester ou pour une petite prod aussi. Ça marche bien pour une petite prod. On a des petites prods qui tournent avec. Voilà, indiscutable. Modulo, peut-être quelques petits compléments, effectivement. Voilà.
Merci. Désolé. Pardon.